Merci madame, merci messieurs d'être avec nous. On va vous écouter pour comprendre comment la technologie est peut-être une bonne chance pour industrialiser nos territoires. Aude-Go, vous êtes cofondatrice d'InnovaFeed. Thomas Genestar, Managing Partner, Managing Director Western Europe et Japan d'Exotech, et Paul-François Fournier, directeur exécutif du BPI France Innovation et membre du comité exécutif chez BPI France. Ils sont à votre micro. Merci beaucoup. Donc oui, il y a une volonté aujourd'hui du gouvernement et des pouvoirs publics de réindustrialiser le pays, et on l'a vu notamment, avec la crise du Covid-19, on a pu voir qu'on avait un souci là-dessus. Derrière, la question c'est comment la tech peut contribuer à cette réindustrialisation de la France. Alors là, on a deux entreprises qui en l'occurrence sont impliquées finalement dans cette mouvance. Aude, vous êtes donc avec InnovaFeed, vous êtes une spécialiste de la culture de protéines d'insectes pour les animaux d'élevage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites d'abord et en quoi vous participez à votre échelle à une réindustrialisation des territoires? Peut-être l'activer sinon. Ouais. Ah si, c'est bon. Bonjour à tous, donc je suis Aude, cofondatrice d'InnovaFeed. Alors chez InnovaFeed, on développe des technologies de production à grande échelle de nutriments issus d'insectes, comme vous le dites, et qui sont ensuite destinés à l'alimentation animale et à celle des plantes. L'enjeu pour nous, en fait, c'est de produire une source alternative de nutriments qui, d'un côté, propose, comparé aux sources existantes, en fait, des qualités nutritionnelles, une performance nutritionnelle bien supérieure, et en même temps, un bilan carbone drastiquement réduit. Ce sujet, en fait, donc, on a un produit innovant et une technologie de rupture qui, dans sa mise à échelle, nécessite un développement industriel fort. Donc aujourd'hui, on a été créé depuis en 2016 et on a monté depuis 2 sites de production industrielle dans les Hauts-de-France. Le premier en 2017 qui était notre unité pilote au sud de Cambrai et à Gouzeaucourt, et le second qui est accessoirement donc la plus grande ferme verticale de production d'insectes au monde, qui est située à Nesle dans la Somme. Et ces 2 unités-là aujourd'hui mobilisent à peu près 200 personnes en emploi direct, et on estime que le projet entraîne quelques 400 ou 500 emplois indirects. La particularité, c'est que vous êtes toujours en fait à proximité des zones d'élevage. Vous n'êtes pas dans les grandes villes, vous êtes vraiment dans les territoires à proximité Alors à proximité donc en fait de la première transformation du céréal. Donc c'est des grosses agro-industries qui processent le céréal. Là, on est à côté, à Nesle, à côté d'une amidonnerie de Tereos. Donc en effet, on est vraiment au cœur des territoires ruraux, pas du tout à côté des grandes villes. D'accord. On va passer à Exotech. Alors Thomas, donc vous fournissez des solutions de robotique pour la logistique, vous modernisez en quelque sorte des entrepôts. Pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites? Vous êtes plus dans le nord, vous en l'occurrence, mais vous êtes déjà présent aussi beaucoup à l'international, au Japon, en Europe et puis également aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez? Alors Exotech, c'est une entreprise qui a été créée en 2015. Donc, comme vous le dites, elle est basée en région lilloise à Croix. Le but d'Exotech, c'est de faire des solutions logistiques pour nos clients, donc dans le domaine de l'entrepôt, d'arriver à densifier le stock et de faire de la préparation de commandes de manière optimisée, à la fois pour que les opérateurs aient moins de tâches ergonomiques lourdes, et aussi pour optimiser et fluidifier la préparation de commandes, donc avoir de la productivité. Pour ça, Exotech est parti sur un concept qui était innovant. L'idée des fondateurs, ça a été de partir d'une feuille blanche et de voir comment on pouvait faire différemment ce que d'autres acteurs faisaient déjà avec des technologies traditionnelles. Ils sont partis d'une feuille blanche, ils ont regardé les technologies qui pouvaient marcher, donc la robotique et l'IT principalement. Et on a créé ce qu'on appelle le système Skypod, donc qui est un système où on met en place des étagères qui peuvent monter jusqu'au sommet jusqu'au plafond des entrepôts. Et les robots sont capables de se promener dans ce système-là et d'aller chercher n'importe quel bac à n'importe quel moment pour que l'opérateur qui fait la préparation de commande ait la bonne marchandise au bon moment. Donc les robots se déplacent à la fois au sol, mais également en vertical, donc en 3D. Et un des points importants, du coup, ces solutions-là, on les fabrique en étant basés au maximum en France pour la production.
Donc il y a différents éléments dans la solution. Il y a des éléments très volumineux comme les racks et les bacs. Ceux-là, on les fabrique au plus près de se trouvent nos clients. En revanche, tout ce qui est technologique, donc principalement le robot, est fabriqué systématiquement à Lille, qu'il soit envoyé ensuite au Japon, en Amérique du Nord ou dans n'importe quel pays européen. Et aujourd'hui, Exotech, c'est une entreprise qui compte 400 employés, donc qui a permis de créer beaucoup d'emplois sur ce domaine-là, sans compter les emplois indirects. D'accord, merci. Paul-Antoine Fournier, donc vous, à la BPI, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous soutenez justement ces entreprises, ces jeunes entreprises qui sont perçues comme un levier important de réindustrialisation aujourd'hui? Quelle stratégie vous mettez en œuvre? Alors effectivement, c'est un sujet qui est d'actualité puisque l'État a annoncé dans le cadre de France 2030 un plan qu'on appelle start-up industriel. Mais ce plan, c'est aussi le fruit d'un constat qui a été parfaitement exprimé, c'est que on a pris conscience collectivement qu'en fait les startups étaient, au-delà de ce que disait Xavier Niel tout à l'heure, un outil pour faire des très grandes entreprises du digital. C'était aussi un formidable moyen de réindustrialiser. Et donc on a, nous, d'abord lancé un plan Deep Tech il y a 3 ans qui visait à créer un deuxième moteur de la French Tech. En fait, l'enjeu, c'est de dire, au-delà du digital, ou plus exactement le digital se développant de plus en plus, de nouvelles technos qui sont dans les laboratoires vont apparaître sur tout un tas de sujets qui sont très larges. On en reparlera probablement, de la chimie, de la santé, des green tech. Et donc on veut accélérer le transfert de technologie des laboratoires de recherche vers la création de start-up avec une ambition très forte, c'est de créer 500 start-up par an qui soient issus des laboratoires de recherche français. On a annoncé il y a quelques jours qu'on est à 250, à mi-chemin, et donc en bonne voie de réussir cette ambition de 500 startups deep tech. Et il se trouve que les choses sont bien faites, c'est que ces startups deep tech sont des formidables outils à créer des startups comme Innovafeed ou Exotech, c'est-à-dire des startups qui auront à un moment un projet industriel. On pense qu'une petite moitié de ces startups auront à un moment à se poser des questions de savoir si elles industrialisent en propre ou si elles travaillent avec un partenaire pour industrialiser. Et donc ce plan start-up industriel, c'est un plan donc de France 2030 doté de près de 2,5 milliards qui vise à mettre tous les moyens de financement, d'investissement, en participant à créer des fonds privés, en investissement direct, en accompagnement, pour trouver des solutions et commencer à faire que ce qui a parfois été plus ou moins difficile, parce que vous avez là 2 exemples de très belles entreprises qui ont un processus de levée, mais c'est vrai que pour un certain nombre d'autres, c'est parfois plus compliqué parce que notre écosystème n'est pas mûr, et donc il va falloir qu'on crée un écosystème de financement qui permette de faire que ces 50% de start-up deep tech qu'on va créer puissent se poser la question de savoir si elles peuvent industrialiser en France. D'accord, merci. On reviendra sur le financement effectivement un petit peu plus tard. Aude, est-ce que, d'après vous, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à un rapprochement concret entre l'écosystème des startups et l'écosystème industriel plus traditionnel, j'ai envie de dire? Pour vous, c'est clé dans votre développement. Comment vous voyez le paysage aujourd'hui? Ouais. Alors je pense que la première chose, c'est que toute tech implique à un moment donné le développement industriel. Tout nouveau produit a besoin d'être produit. Donc je pense que l'industrie a toujours été quelque part rattachée à ça. Par contre, là où on voit des nouvelles dynamiques, et pour reprendre ce que vous disiez sur la deep tech, je pense que dans le domaine de la deep tech, en fait, les 2 sujets sont très intimement liés parce que justement, la plupart de ces technologies sont des ruptures. Et ces ruptures-là nécessitent aussi des innovations majeures et de réinventer l'outil industriel qui permet de leur mise à échelle. C'est absolument notre cas. En fait, on ne peut pas aujourd'hui mettre à échelle nos technologies de production d'insectes sans passer par un projet industriel. Et dans ce cadre, en fait, on voit émerger de plus en plus de solutions. Là où c'est intéressant, c'est qu'aussi on se tourne de plus en plus vers la deep tech parce que c'est là d'où viennent, on pense, pas mal de solutions qui permet de changer la donne par rapport aux défis majeurs de nos sociétés. Alors on parle de la crise climatique bien sûr, mais il y a aussi le domaine de la santé, l'alimentation. Et dans cet écosystème-là,
Je pense que les dynamiques, en fait, souvent, les projets industriels sont portés directement par les acteurs de la tech, parce que personne d'autre ne sait le faire. Et dans ce cas, en fait, on assiste à des dynamiques très intéressantes parce que, du coup, c'est des développements industriels qui peuvent être très accélérés, poussés et soutenus par des investissements importants. Aussi, le sujet industriel devient un levier de création de valeur, je pense, à long terme et de manière diversifiée, parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a des compétences de pointe qui se développent, qui appellent à d'autres innovations dans des logiques de filières, d'écosystèmes, et du coup qui entraînent en fait un cercle vertueux de développement. Les exemples les plus majeurs, je pense qu'on voit aujourd'hui, c'est typiquement ce qui se passe avec la voiture électrique et les batteries. D'accord. Thomas, même question. Est-ce que vous voyez un rapprochement entre les acteurs industriels et les startups et écosystèmes de la tech? Derrière, pour vous aussi, c'est clé. Vous travaillez pour des grands noms de la distribution, vous modernisez leurs entrepôts. Est-ce que pour eux, par exemple, c'est devenu absolument capital de moderniser leurs installations pour rester compétitifs? Est-ce qu'il y a un élan aujourd'hui ou pas? Je répondrai sur deux aspects, l'aspect client et l'aspect fournisseur, parce qu'on est lié aux deux. L'aspect client, oui, il y a certains de nos clients qui, par le passé, hésitaient à potentiellement investir sur ce genre de système-là. Je pense que quand on propose des technologies qui sont novatrices, on peut aussi proposer des fois des solutions qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, quand un acteur investit dans ce genre de système-là, il ne connaît pas forcément son futur, il ne sait pas forcément de quoi va être fait son entreprise dans 3, 5, 10 ans, et il a envie d'investir de manière progressive, ce que les nouvelles technologies comme la robotique permettent. Donc on a des acteurs industriels français qui ont investi avec nous pour de nouvelles usines. Je pense par exemple à Lacroix Électronique qui est en train de construire un superbe site du côté d'Angers et qui nous a fait confiance. Mais au-delà de ça, si on regarde un peu en quoi Exotech est lié à l'industrie française, ce qui est crucial, c'est qu'aujourd'hui, pour fabriquer nos robots, on a des centaines et des centaines de pièces. On a des technologies qui sont variées, on a de la plasturgie, on a de la mécanique, on a de l'assemblage de composants électroniques, etc. Et notre volonté, ça a toujours été d'avoir une supply chain qui était la plus locale possible pour qu'on la maîtrise. Et dans les dernières années, on s'est rendu compte que ça a été finalement un choix qui nous a été bénéfique. On ne l'a pas fait comme pour cette raison-là initialement, mais finalement, ça nous a été très bénéfique parce qu'on a été beaucoup moins en rupture que d'autres si on était passé par des fournisseurs plus lointains. Et donc, du coup, avoir ce maillage industriel et toutes ces compétences en France et leur faire confiance et continuer à les développer, c'était un élément clé pour Exotech. D'accord, merci. Paul-Antoine, vous avez une vision un peu plus macroéconomique de ces enjeux-là. Le rapprochement entre la tech et la fab, est-ce que on y assiste vraiment? Est-ce que le Covid-19 a peut-être eu un effet accélérateur là-dessus? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois que c'est clairement en train de se mettre en place. On a aujourd'hui effectivement un changement de paradigme avec la deep tech, et ça a été très bien dit, par rapport au digital, qui est d'une certaine façon une nouvelle filière qui est en train de créer ses propres très grandes entreprises. On voit bien que dans les exemples de ces startups deep tech ou industrielles dont on parle, en fait, c'est des entreprises qui ont deux faces. Une face qui est vraiment de la tech, avec une compréhension des technologies très forte. Quand on regarde ces startups qui ont une vocation industrielle, 85% des technologies viennent d'un labo de recherche. Donc on voit bien qu'il y a une dimension de technologie propre au modèle des startups. Et puis il y a aussi ensuite des compétences d'industrialisation, et ça a été très bien dit d'ailleurs, de réindustrialisation avec des nouvelles technologies même industrielles, qui sont en fait des compétences qui sont dans ce qu'on appelle la fab, dans les filières traditionnelles industrielles, qui elles-mêmes d'ailleurs vont être réindustrialisées parce qu'elles vont avoir besoin de recréer ces nouvelles usines. Et donc on voit bien que c'est vraiment ce côté biface. L'exemple d'Exotech est intéressant. Les dirigeants des fondateurs d'Exotech, ce sont des jeunes ingénieurs qui étaient dans un grand groupe industriel mondial et qui ont décidé de créer une start-up. Et on voit bien que les ponts entre ces deux mondes sont beaucoup plus forts. C'est ce qu'on a annoncé il y a un an avec France Industrie,
l'industrie qui maintenant considère clairement que les startups industrielles font complètement partie de ces nouvelles filières. Et c'est une opportunité aussi parce que on voit bien que dans ce monde des filières industrielles, en fait, vous êtes en général dans un écosystème qui est beaucoup plus large, où soit l'entreprise peut recréer un nouvel écosystème, ça arrive, mais dans pas mal de cas, on voit que ça va être une brique d'une filière traditionnelle qui va être elle-même, entre guillemets, reboostée par cette brique qu'apporte la start-up au sein de la filière. Et donc, on voit que c'est un moyen assez incroyable, je crois, enfin en faisant tomber cette frontière un peu arbitraire qu'on avait entre la tech et la fab, de remettre l'innovation dans l'ensemble des filières et de faire en sorte que, oui, on réindustrialise parce qu'il y a un effet boule de neige de ces start-up deep tech qui vont permettre de redonner une dynamique d'innovation. Et ça, les entreprises, les industries traditionnelles l'entendent bien aujourd'hui, d'après vous ? Alors elles l'entendent bien, oui et non. Elles l'entendent bien parce qu'elles voient clairement que sur la tech traditionnelle, c'est pas du bricolage. Hein. Quand on a des boîtes qui valent 5 milliards et qui vont rentrer dans le CAC 40, on peut dire que d'une certaine façon, les startups ont acquis une forme de lettre de noblesse. C'est pas le petit truc sympathique qu'on connaissait il y a 5 ans avec des jeunes qui sont sympathiques, mais ça fait des grandes entreprises. Donc ça, je pense qu'elle voit bien que c'est pas quelque chose qui est anecdotique. Après, ça perturbe assez profondément la façon de faire. Et elles sont d'ailleurs, dans pas mal de cas, pas tout à fait capables de faire ça. Et c'est ce qu'apportent les startups. Et donc, nous, notre sentiment, c'est que tout le travail qu'on va essayer de faire collectivement avec l'écosystème de financement de ces usines, c'est un moyen justement d'apporter dans ces nouvelles chaînes de valeur des usines qui vont permettre de s'insérer plus facilement dans les écosystèmes et peut-être demain de permettre à ces groupes industriels de racheter plus facilement ou de faire des partenariats plus facilement avec ces startups. Parce que c'est vrai que pour un grand groupe industriel, acheter une start-up avec 3-4 personnes très brillantes à des valorisations qui ne sont pas tout à fait les mêmes multiples, ce n'est pas tout à fait facile. Inversement, quand vous avez une entreprise comme Innovafeed ou Exotech qui a un outil industriel, des clients, quelque chose qui ressemble à un EBITDA, c'est-à-dire qu'on sait à peu près que quand on aura construit la grande usine, ça sortira à ça. C'est probablement plus facile à intégrer dans un grand groupe industriel que ce n'était. Et donc, c'est un peu le pari qu'on veut faire, créer des nouvelles entreprises industrielles en propre et puis probablement régénérer un certain nombre de groupes industriels qui auront des partenariats, voire des acquisitions avec ces startups industrielles. D'accord. Aude, aujourd'hui, quels sont les freins à lever d'après vous en matière de financement et sur le plan aussi réglementaire pour permettre à cet écosystème tech de se développer. Vous êtes concerné dans les deux cas. En termes de financement, c'est pas forcément toujours simple à trouver, au moins en France. Et puis vous me disiez en amont que parfois, quand on arrive dans les territoires, si les élus locaux sont un peu moins motivés, c'est moins facile. Enfin, en tout cas, tout dépend vraiment aussi beaucoup d'eux. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés, vous êtes confrontés aujourd'hui ? Alors, je pense en termes de financement, autant aujourd'hui l'amorçage marche très bien et la BPI est vraiment à saluer là-dessus. Autant, je pense dans le domaine de la deep tech, les Européens, les Français et les Européens sont encore très frileux au moment de la mise à échelle, au moment de l'industrialisation, parce que il faut des montants d'investissement importants en CAPEX pour construire l'outil de production qui permet la mise à échelle de cette technologie qui n'existe pas sinon. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les fonds, et en particulier le fonds privé européen, ont encore un peu de mal à appréhender, mais qu'on comprend très bien ailleurs dans le monde. Dans notre cas, et je pense dans beaucoup de boîtes, on voit quand même qu'il y a un appétit plus fort de fonds d'investissement étrangers que de fonds européens. Et quand on regarde en termes de montants levés, dans le domaine que moi je connais bien, qui est celui des protéines alternatives, l'année dernière, on a vu des séries B à plus 150 millions, des séries D à plus 500 millions, des SPAC, etc. Dans ce domaine. Ce sont des chiffres aux US, en Israël, chiffres qu'on n'entend pas en Europe. Donc je pense qu'il y a encore un niveau de prise de risque supplémentaire qu'on doit faire
une prise de risque plus ambitieuse en Europe pour garder aussi, pour être présent et pour prendre le leadership sur ces domaines d'innovation qui vont être critiques pour les années à venir. En matière de réglementation, je pense qu'il y a deux sujets. En fait, il y a le premier sujet qui est de raccourcir les durées d'instruction de dossiers, qui sont souvent sur les chemins critiques des développements de projets industriels. Et donc, lorsqu'il s'agit d'un acteur tech, en fait, ces projets industriels sont critiques pour la vitesse de déploiement de la boîte et donc pour la compétitivité de cette entreprise par rapport à une autre, sachant que les investisseurs sont globaux et que la course à l'innovation, elle est mondiale. Et donc, derrière la compétitivité de l'entreprise, il y a aussi la compétitivité d'un territoire, d'un système réglementaire. Le deuxième sujet... en France, tout prend trop de temps, en quelque sorte. Alors, en France... Et oui, alors c'est le cas de manière générale, mais je pense que c'est vrai que nous, on a été confrontés à des durées d'instruction qui sont souvent longues. Mais ce qui est pire, je pense que les durées d'instruction longues, et c'est mon deuxième point, c'est que souvent, autour des innovations technologiques, il faut aussi repenser le cadre réglementaire. Il faut inventer de nouveaux cadres qui soient adaptés à ces activités qui n'existaient pas avant. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose que les agences au niveau des régions ou des services de l'État au niveau des régions, des départements, sont pas habitués à faire. Et donc, pire que des durées longues, il y a l'incertitude lorsqu'on n'a pas de cadre. Et nous, on a été confrontés, au moment où on a lancé le pilote, à une situation où on devait avoir une autorisation d'un dispositif réglementaire, mais qui n'avait pas de prescription pour nous. Et donc, pas de prescription, pas de dossier possible, pas de dossier, pas d'autorisation, et en fait, on se mord la queue. Là-dessus, ce que je dirais, c'est qu'on a mis quand même en place des choses qui marchent très bien. Nous, en 2017, on a pu bénéficier de ce qui s'appelait à l'époque France Expérimentation. Donc, il y a un dispositif mis en place par l'État qui, pour les projets à fort impact économique, social, environnemental, propose un accompagnement dédié des services de l'État, des directions générales au niveau des ministères, et qui travaille sur un cadre expérimental et qui co-construit en fait ce cadre. Et en fait, je trouve que ça, c'est des dynamiques qui sont extrêmement saines parce que ça rattache l'acteur public comme une partie prenante d'une course à la vitesse et à l'innovation globale. Et en fait, le réglementaire travaille main dans la main avec l'entreprise pour développer le meilleur cadre qui protège, mais qui permet de rester agile. Merci. Thomas, est-ce que vous... Voilà, à votre échelle, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés en matière de financement, de réglementation? Est-ce que vous faites aussi, de votre côté, un constat similaire à celui d'Aude ou pas? Alors nous, on est dans une situation un petit peu différente. Je pense qu'on aurait pu avoir les mêmes problèmes. On avait, disons, l'avantage d'être déjà très internationaux quand on a fait notre dernière levée de fonds. Donc on était présents sur le marché nord-américain. Et c'est un fonds d'investissement nord-américain qui a principalement l'idée la levée de fonds, pas seul, hein, il y avait aussi la BPI qui était présent, qui nous a accompagnés. Donc au final, on n'a pas été heurté à la difficulté parce qu'on avait d'autres possibilités. Je pense qu'on aurait pu, comme Aude le disait, avoir ces mêmes difficultés-là si on n'avait pas déjà été internationaux parce qu'on n'aurait pas été visible et donc du coup on aurait cherché des acteurs plus locaux et peut-être qu'on n'aurait pas eu de répondants. Mais finalement, on s'en est sorti par un autre biais. En revanche, moi, ce que je voulais apporter, c'est sur la partie donc un peu plus, encore une fois, indirecte. C'est que nous, pour notre activité, on est très dépendant de la supply chain en amont. Et je l'ai dit, pendant le Covid, maintenant, pendant les problématiques de guerre, on se retrouve avec des chaînes d'approvisionnement qui sont très, très impactées. Et au final, sur des projets qui valent des millions d'euros, on se retrouve bloqué par quelques éléments qu'on n'arrive pas à fabriquer plus localement et qui se retrouvent en rupture parce que les approvisionnements sont priorisés peut-être par un pays par rapport à un autre. Ça nous est arrivé d'avoir des projets qui valaient des millions d'euros ou des pièces qui valaient quelques dizaines de milliers d'euros pouvaient nous bloquer et bloquer l'impact de l'ensemble du projet. Donc arriver à avoir ces chaînes d'approvisionnement courtes sur l'ensemble des technologies, arriver à réindustrialiser la France au final, ça apportera un vrai bénéfice pour fluidifier notre activité. Merci. Paul-Antoine, est-ce qu'au niveau de la BPI, j'imagine que vous avez pris conscience de ce problème de financement, non pas en amorçage, mais un peu après, quand on a besoin de tickets un petit peu plus importants. Comment de votre côté, vous agissez pour essayer de solutionner ça et puis de recréer aussi un peu de confiance entre les différents VC, les banques et tout l'écosystème financier? Oui, c'est clairement l'objet cœur de ce plan que le président a annoncé dans le cadre de France 2030. C'est un plan
qui est un plan systémique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse bouger tous les éléments ensemble pour créer les conditions qu'il y ait effectivement un écosystème de fonds privés européens qui répondent à cet enjeu de trouver des financements pour ces usines qui donc sont effectivement beaucoup plus capex incentive, avec des temps de cycle qui sont probablement plus longs que le digital. Et donc c'est ça l'objet de ce plan. C'est un plan de 2,5 milliards sur 4 ou 5 ans. C'est des outils de subvention parce que à un moment il faut investir. C'est des outils aussi beaucoup d'investissement. Alors en direct de BPI France avec un certain nombre de fonds comme Société de projets industriels avec 1 milliard d'euros, mais aussi beaucoup en fonds de fonds parce que nous notre conviction, c'est que on peut évidemment être présent au début, on essaye de le faire, on peut pas être partout, mais l'enjeu, c'est que se crée une véritable classe d'actifs, de fonds qui comprennent ces projets, qui soient capables de les accompagner et de lever. Et ça, on a un outil qui est le fonds de fonds, sur lequel, typiquement début mai, on va réunir tous les fonds de la place en leur disant, on a des outils maintenant, essayez de réfléchir, est-ce que vous pouvez pas lever un fonds et on est prêt à vous aider assez fortement pour créer cet écosystème. Ça prend du temps. C'est mon seul point, c'est que ces transformations, et c'est le point qui était dit tout à l'heure aussi sur les chaînes de valeur et la réindustrialisation, est-ce qu'on pourra tout remettre en France? Probablement pas, mais effectivement, il faut qu'on arrive à remettre un certain nombre de points un peu cruciaux sur des thématiques autour de la santé. Quand on regarde ces sujets de réindustrialisation, c'est intéressant. Un petit tiers, c'est autour de la santé, 20% c'est des semi-conducteurs, une dizaine de pourcents c'est autour des green tech et ça a vocation à croître. Et puis après, on a plein d'autres sujets, l'agri-tech, etc. Donc on voit que c'est des sujets qui sont extrêmement importants dans les sujets de souveraineté ou d'approvisionnement des chaînes de valeur. On a perdu un peu ces chaînes de valeur dans les 20 dernières années. L'ambition, c'est que dans les années à venir, on arrive à recréer, au travers de ces startups, ces nouvelles usines ultra innovantes qui vont apporter des procédés nouveaux dans les chaînes de valeur. Et l'ambition est très forte. C'est un bon moyen. C'est un peu le problème, c'est que comme on avait une ambition collective de 25 licornes en 2025 et qu'en 2021, fin 2021, début 2022, on voit bien que les 25 licornes, on les a et qu'on parle de décacornes. Le président de la République, dans France 2030, a dit qu'il faut 100 nouvelles usines de start-up industrielles qui soient créées par an. C'est quand même massif. Donc on a cette ambition. Je crois qu'on est tous mobilisés. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs, ce qui est le cas autour de cette table, qui réussissent parce qu'on a besoin de rôle modèles, de gens qui ont passé ce chemin, qui partagent leur expérience et qui fassent que tout le système se développe. Mais on a là quelque chose qui, je crois, à l'horizon de 10 ans, peut assez profondément changer notre tissu industriel et transformer toutes ces chaînes de valeur. Donc on est à la fois motivé, vous l'avez compris, et incroyablement aussi enthousiaste parce que c'est assez génial de voir que ce monde des startups qui était un peu un monde à part est en train de revenir sur des thématiques complètement cruciales pour le pays. Ça ne veut pas dire que les autres l'étaient moins, mais quand même, quand on parle de santé, quand on parle de semi-conducteurs, quand on parle de green tech, on est sur des sujets qui sont absolument majeurs. Et en même temps, des sujets de réindustrialisation qui sont principalement dans les territoires. Nos projets de start-up industrielles, et c'est le cas pour les deux exemples qui sont là, elles sont à 70% dans les territoires. Donc on voit bien que ça touche à beaucoup de sujets qui sont des sujets qui parlent aujourd'hui et dont on a tous collectivement besoin pour réinventer notre modèle industriel. Et il nous reste encore 2 minutes, mais juste je voulais revenir, Aude, est-ce que vous constatez que de manière générale, la crise sanitaire et les préoccupations environnementales et le souci de retrouver une souveraineté économique, est-ce que vous, concrètement, vous constatez qu'il y a une vraie appétence pour vos solutions aujourd'hui? Est-ce qu'on toque peut-être plus à votre porte qu'on ne le faisait il y a 3 ans ou 4 ans? Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui? Ouais, absolument. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est claire. Dans notre cadre, on est implanté dans les territoires pour une très bonne raison, qui est que, en fait, on utilise les déchets et des énergies fatales, donc c'est des énergies qui sont dissipées des agro-industries à côté desquelles on s'implante. Donc c'est un choix très fort d'aller dans les territoires pour ça.
Et par rapport à une situation où on ne serait pas implanté à côté, on abaisse notre bilan carbone de 80%. Aujourd'hui, dans le cadre de la crise climatique mais énergétique très récente, on se rend compte de la résilience de notre modèle par rapport à d'autres, justement, à des modèles qui consomment directement de l'énergie, produits dédiés. Et donc, en fait, le contexte global renforce l'importance de développer ce type de technologie qui change la donne et donc qui entraîne aussi beaucoup de momentum, c'est sûr. Et je pense que l'avenir doit être fait de technologie, de rupture, parce que c'est vraiment là où on aura des solutions qui résolvent les défis majeurs de nos sociétés. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les trois. Merci. Merci beaucoup à vous, merci madame, merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à notre invitation.